C'est l'image du jour. Depuis le début de la semaine, les paddles sont de sortie dans les rues d'Albigny. Ses habitants sont confrontés à la crue de la Saône. Routes inondées, voitures prises au piège, ils doivent s'adapter. L'un des immeubles de la ville est même totalement inaccessible en voiture. Je suis au bâtiment A de la résidence du port et donc ce qui se passe c'est qu'il y a 5 jours on est parti parce qu'on voyait l'eau monter et puis là on est juste venu chercher 2-3 vêtements. On s'adapte, il faut rester positif toujours. Avec les bottes Avec les bottes, ouais. Des habitants parfois surpris par la brusque montée des eaux. La rivière n'était pas sortie de son lit comme cela depuis 2001. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel. Ouais. En tout cas, depuis qu'on habite ici depuis 10 ans, c'est la première fois que je vois ça. Nos amis qui habitent dans la résidence se déplacent en barque. On la voit sur la place du village avec ses pagaies. Enfin, c'est un autre monde. La municipalité d'Albigny a donc pris des mesures pour la sécurité de sa population. Principal point noir, le trafic. On a mis en place un certain nombre de passerelles pour que les habitants puissent aller et venir. Les bus sont à l'arrêt, il n'y a plus aucune circulation possible sur les quais et quand on connaît la circulation habituelle, on voit effectivement que les gens sont obligés de trouver de nouvelles échappatoires. Donc les petites routes sont bien saturées, mais bon, les gens s'adaptent. Et tout le monde peut d'ailleurs se rassurer, la Saône a commencé sa décrue. Engagement, vitesse, précision. Autant de points qu'ont travaillé avec acharnement les skieurs de l'équipe de France Handisport. Forts de leur statut de nation à battre et de leurs bons résultats en ce début de saison, ils arrivent en vue des Jeux avec un mental d'acier. Je ne sais pas vraiment si on peut anticiper les Jeux. Je pense que je m'y prépare. J'essaye d'anticiper un peu la pression qu'il va y avoir, mais je pense que j'aurai beaucoup de mal à l'anticiper. Après, je vais essayer de sortir le ski que je sais faire et pour remplir mes objectifs au mieux. Ça se passe bien, là le début de saison est parti un peu moins sur les chapeaux de roue que l'année dernière, mais bon, il me reste la fin de saison pour bien me rattraper et montrer que je suis toujours là. La grande transformation, en fait, moi ça faisait 2 ans que ça marchait pas trop, que je galérais un peu et là enfin ma tête se remet dans le bon sens on va dire. Du coup c'est top, ça arrive vraiment au bon moment. Donc ça ne veut pas dire forcément que j'aurai des médailles, mais ça va dans ce sens-là. En tout cas, je suis assez content et je ne pouvais pas rêver d'un meilleur début de saison, on va dire. À quelques semaines de leur départ pour la Corée se dessinent donc les objectifs précis à atteindre. Pour Johan Taberlet, le vieux briscard du circuit, la question ne se pose même pas. Il faut aller chercher l'or parce que je sais que j'en ai les capacités. Après, c'est des questions de confiance en soi, c'est des longues mises en place. Cette année, oui, j'ai mis beaucoup de choses en place pour décrocher l'or. Malgré tout, tu vois, on dit qu'on peut avoir peur de la gagne. Je pense que c'est ce qui m'arrivait un peu jusque-là. Aujourd'hui, j'en ai de moins en moins peur. Il me reste encore un peu de travail, mais j'en ai de moins en moins peur. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller en chercher. Je sais que je peux le faire. Donc, c'est des objectifs élevés, mais pas du tout irréalisables et pas du tout farfelus. Quant à Marie Bochet, leader incontestée et incontestable du circuit mondial, elle préfère miser sur son expérience pour aborder avec philosophie cette grand-messe du ski handisport. Le seul objectif, c'est de pouvoir exprimer mon plein potentiel au jeu, d'arriver à passer au-dessus de toute cette pression et tout ce qui va un petit peu naviguer autour de ces compétitions, de ces 5 jours de compétition et de vraiment juste me concentrer sur mon ski et sur moi. Et c'est vraiment mon objectif pour pouvoir vraiment prendre du plaisir là-bas et de rentrer sans regret en ayant tout donné. Avant Pyeongchang, il reste encore au tricolore 2 stages de préparation à Serre-Chevalier et à Morzine. 2 rendez-vous pour régler les derniers détails et arriver au mois de mars dans les meilleures dispositions possibles. Une forme de sac à main, de rasoir électrique, un style Vuitton et beaucoup de couleurs qui ont résisté au temps. C'est le sac à main de dame. Quelques fréquences préenregistrées, France 2, Lille, Europe, la BBC aussi, l'URSS. Et c'est l'objet, pas de luxe, mais l'objet recherché, vous voyez, qui était, on ciblait le public féminin autant que le public masculin.
chaque foyer avait son transistor, un des premiers moyens de s'informer dans les années 60. C'est aussi la mémoire des années heureuses, celle de l'après-guerre. Et on voit bien la recherche de fantaisie. C'est l'esprit d'une époque. Et c'est ça, c'est totalement l'esprit d'une époque. Rien qu'à aller voir, on revit cette époque-là. Moi, j'étais jeune, hein, je suis né en 66, donc, mais quand même, ça me parle. Et il y a une fantaisie qui était recherchée, surtout dans les premières années, dans les années 50, 60, jusqu'à 65. C'est le côté plaisant. Radiola, Saba ou encore Manu France, des marques qui reviennent à la mode et qui ont intéressé ce jeune antiquaire. À 25 ans, Mathieu raffole du vintage. Il a acquis plus de 150 postes TSF aux enchères. C'est pas seulement un objet de décoration, pour la plupart, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des produits de qualité. Donc avec un minimum de remise en route, c'est quelque chose qui peut refonctionner sans problème. Il y a également des spécialistes, notamment à Saint-Étienne, qui proposent de réviser vos anciens transistors. Par rapport au mur que vous voyez derrière, c'est une accumulation de postes dans le but de faire tout un ensemble audio. C'est-à-dire qu'on va venir y insérer, avec une marque locale d'audio bien connue, tout un système de son pour produire sur un mur de 5 mètres par 5 mètres à peu près, du son diffusé dans tout le magasin. Estimés entre 10 et 50 €, les transistors trouveront preneur et finiront en objet déco sur un meuble ou transformés en poste Bluetooth. Héritage d'un passé industriel, le son du transistor séduit encore. Le parc Vulcania est encore en sommeil jusqu'au 21 mars, mais en coulisses on s'active. Une centaine de saisonniers sont actuellement recrutés pour la saison estivale à venir. Alors on a tous les métiers, hein, on a 57 professions au total, hein, donc c'est le côté magnifique et merveilleux de Vulcania, c'est que voilà, on est à la fois chef de cuisine, on est à la fois au service restauration dans le service, on est vendeur en boutique, on est scientifique, donc on fait des animations, il y a les services techniques qui travaillent d'un côté, il y a les scénographes qui pensent et qui animent l'ensemble de nos espaces. On a bien sûr tous les corps administratifs qui travaillent également. Voilà, donc c'est une multitude de professions, sécurité, informatique, voilà, qui sont nécessaires pour faire fonctionner le bel outil que nous avons. Des contrats de 5 mois, en boutique, aux visites, en cuisine ou aux caisses. Vulcania fait partie des principaux recruteurs de saisonniers en Auvergne, du personnel qui bénéficie d'1 mois de formation dans différents domaines. C'est une formation très très complète où on va apprendre à ce que c'est qu'un client à Vulcania, donc déjà l'architecture complexe du parc, ensuite apprendre les différents logiciels, les logiciels de caisse, et puis il y aura une partie qui est gérée par le service scientifique où on va leur apprendre tout ce qui est volcanologie, parce que les hôtes et hôtesses d'accueil à Vulcania, ils font aussi des visites guidées, et pour ça, évidemment, il faut connaître plein de choses sur la géologie. La formation en volcanologie est assurée par l'équipe scientifique du parc. Si l'aventure vous tente, un job dating spécial métier du tourisme est organisé le 6 février prochain à l'espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand à partir de 14h30. La procédure, déjà, il peut déjà se connecter directement sur le site de Vulcania en allant sur la rubrique recrutement, où là il aura le détail des différentes offres des différents métiers, soit par Pôle emploi, soit sur les sites de recrutement. Le recrutement est ouvert, les premières formations de saisonniers commenceront à la mi-février. Ici, ça sent bon le pain. Et dès l'entrée, toutes les odeurs d'un bon pain cuit au four à bois réveillent nos sens. Noël Lafartin est un agriculteur boulanger. Il cultive ses céréales et vend directement son pain aux particuliers. Une reconversion professionnelle faite il y a maintenant 6 ans. L'envie de pouvoir vivre de son activité dans son village qui l'a vu grandir. En fait, c'était vivre en tant qu'agriculteur sur le territoire du Pilat. C'est ça qui est super intéressant. Et la seule façon qu'on voit, et tous ceux qui s'en sortent, les agriculteurs ici, c'est ceux qui font de la transformation directe. Transformé dans sa ferme des Blés d'Or, il est au champ, au four et au moulin. Mais Noël Lafartin a déjà dans les gènes le travail de la terre. Avec son grand-père agriculteur, le jeune homme faisait déjà son pain, mais surtout il possède des terres agricoles, où désormais le petit-fils cultive lui-même son blé. C'est tout dans le canton de Pélussin en fait. Il y a des terrains, une grosse partie des terrains qui est sur Saint-Apollinaire, un petit peu à Vérane, un petit peu à Mocla, un petit peu à Roiset. Une fois cultivé, le blé est stocké et trié dans ce hangar. Ça c'est du blé
qui va être encore retrié, brossé et passé au moulin. Donc, voilà. Donc là ici on voit le grain qui tombe ici, le grain qui est tout trié qui arrive depuis le container qui part du hangar. C'est écrasé entre les deux meules, après c'est aspiré ici par le cône Venturi, arrivé ici, là cette partie ici ça s'appelle la bluterie. Donc la bluterie c'est ce qui permet de séparer l'écorce qui est autour de la farine du grain de blé. Donc voilà. Et là ici donc ça commence à tourner et là on voit la farine qui est prête à... C'est celle-ci qui va être utilisée après pour faire le pain. Donc voilà, avec différents degrés. 30 tonnes de blé sont fabriquées à l'année. En bon autodidacte, le pain de Nono est 100% au levain, sans levure chimique. On retrouve un pain d'autrefois, simple et naturel. Passionné par son activité, Noël travaille du champ au fournil. Et c'est en fin de semaine que ce bon pain d'autrefois est pétri, façonné, puis cuit. De l'art de la terre à l'art du pain, ce paysan boulanger a encore beaucoup de pain sur la planche. Je me suis dit que c'était dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à des pâtes à tartiner un peu plus exotiques que ce qu'on trouvait simplement dans les supermarchés. Le fait qu'on change aussi la sélection de pâtes à tartiner toutes les semaines permet aux gens de venir tester des sélections différentes. Après son succès à Paris, l'enseigne Sweet Spot vient d'ouvrir un bar à pâtes à tartiner à Lyon. On en propose ici toute une gamme à la dégustation. On tourne sur un panel d'environ 120, mais parfois il y en a qui s'arrêtent ou qui sont en rupture de stock en fonction des saisons et des choses comme ça. Je pense que celle qu'on vend le plus, c'est une chocolat noisette bio, que 3 ingrédients, qui plaît beaucoup parce qu'elle est très addictive et plutôt saine. Après, on en a aussi à des goûts très particuliers. On a une pâte à tartiner à noix de coco qui vient de Singapour, une pâte à tartiner à la bière, pâte à tartiner différents miels, différents caramels. Dans cette boutique, on joue clairement sur l'addiction aux produits. On sait maintenant que sa version industrielle peut même provoquer des émeutes en supermarché.